Bonjour à tous, je vois qu'il y a déjà 8 personnes qui se sont connectées. Vous êtes les plus ponctuels de la session. Je pense qu'on va avoir peut-être une cinquantaine de personnes. On va attendre que tout le monde se connecte. Ce que vous pouvez faire entre-temps, c'est vous présenter. Normalement, il y a un chat qui est disponible. Juste vérifier. Ouais, super, je vois le chat. Bonjour Sandrine. Donc, vous pouvez, si vous voulez, vous présenter le nom de votre société, de votre startup et dans quelle étape vous en êtes. Enfin, voilà, ou alors ce que vous faites. Vous pouvez nous dire en une ligne ce que fait votre startup. Et comme ça, on va attendre que tout le monde se connecte et on va commencer d'ici 2 bonnes minutes. Bonjour Abdelhamid, Startup Deep Tech AI, super. Bonjour Mathieu, Bonjour à tous. 37 degrés. Super intéressant. Je savais même pas que ça existait, tu vois. Levé précis, Hmm. merci. Startup MedTech. Merci Sandrine. Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Vous pouvez vous présenter dans le chat votre startup et ce qu'elle fait, votre état d'avancement par rapport à la levée, mais on va en parler dans quelques minutes. On va attendre encore 1 minute et on va commencer. Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Oula, ça continue. Il y a beaucoup de personnes qui se joignent à nous. On attend encore allez, 30 secondes et on va commencer. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous pouvez nous donner le nom de votre startup et ce qu'elle fait dans le chat. Comme ça, tout le monde peut en profiter. Bonjour, bonjour. Bonjour Victor. Et bientôt une vingtaine. Voilà, ça arrive encore. Allez, j'attends 15 secondes et on commence. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Allez, je pense que les autres vont rejoindre le train en marche. Bonjour à toutes et tous. Je suis ravie de vous avoir aujourd'hui dans ce workshop. Je suis accompagnée de Marc. On va tous les deux se présenter. Mais avant, voilà, juste des petites règles très simples pour qu'on puisse dérouler ce workshop dans les meilleures conditions possibles. La session est enregistrée. Vous aurez bien sûr le deck et le recording après la session. Il y a d'autres ressources qui vont être mentionnées ici. Et juste, voilà, si vous avez des questions, soit vous les mettez dans le chat, soit vous les mettez dans la section Q&A et on prendra 10-15 minutes pour répondre à la fin. Comme ça nous permet de bien avancer sur notre déroulé et d'avoir des échanges avec vous sur ces 10-15 dernières minutes. Vous avez aussi un QR code si vous n'avez pas encore rejoint le programme Spot pour Startup. Vous pouvez scanner avec votre téléphone ce QR code pour avoir en tout cas les remises, mais aussi faire partie d'une liste spécifique pour vous proposer d'autres événements, d'autres workshops, mais aussi voilà, des places par exemple pour Vivatech, pour le Race Summit à Paris en juillet, mais aussi d'autres événements qu'on peut faire aussi à Station F ou autres. Donc voilà, si vous n'avez pas encore votre compte HubSpot gratuit, n'hésitez pas à rejoindre la communauté avec ce QR code qui a été créé pour Site Légal. Alors aujourd'hui, on a une thématique très spécifique, c'est la levée de fonds, mais pas du tout comme on l'imagine. On ne va pas ressortir finalement des choses que vous pourriez déjà trouver sur ChatGPT. On est vraiment là sur du concret et vraiment pour vous donner des éléments de négociation. C'est aussi pour ça que Marc est là. Et donc voilà, le thème d'aujourd'hui, c'est la méthode pour structurer sa levée et surtout sécuriser sa term sheet. On a à peu près 40 minutes sur ce déroulé et donc moi, je suis votre co-host aujourd'hui. Je suis Déborah, responsable du programme HubSpot pour Startup pour la France, le Moyen-Orient et l'Afrique. J'ai un parcours qui est assez atypique, mais pour la faire courte, j'ai évolué dans des fonctions commerciales dans la publicité.
Et après, je suis arrivée dans la tech. J'ai été aussi 2 fois entrepreneur. J'ai monté 2 boîtes avant. Donc, je connais aussi le parcours du combattant pour lever des fonds. Aujourd'hui, j'accompagne des startups sur des problématiques go-to-market, que ce soit le buyer persona, donc votre ICP, le mieux le définir, mais aussi créer un vrai parcours d'inbound marketing, donc comment finalement travailler sa stratégie d'acquisition pour avoir des leads qualifiés, comment les transformer en sales qualified leads, c'est-à-dire comment savoir quels sont les prospects chauds et comment faire ce nurturing, cet outreach qui vous permet ensuite de convertir vos prospects en clients. Donc, je fais du coaching, des sessions de coaching là-dessus. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien de mon agenda pour booker une session de 30 minutes avec moi. C'est gratuit. Ça vous permet voilà, de prendre du recul, ce qui est souvent difficile quand on est entrepreneur parce qu'on est sur tous les fronts et souvent la tête dans le guidon. Je vais laisser maintenant Marc se présenter. Bonjour à tous. Merci encore Déborah, en tout cas pour l'introduction. Merci aussi à Legal pour l'organisation du webinar. Pour me présenter rapidement, donc moi je m'appelle Marc Fournier, je suis avocat d'affaires. Je suis inscrit au barreau de Paris, au barreau de New York. En quelques mots sur mon parcours, j'ai commencé voilà, des études de droit, des études en école de commerce. Je suis passé ensuite en Californie pendant une année, donc à l'université de Berkeley. J'ai fait mes classes dans des grands cabinets d'avocats d'affaires. J'étais déjà, on va dire, dans l'écosystème tech à l'époque. C'est à ce moment-là où, on va dire, j'ai appris tout ce qui était la technique des levées de fonds auprès justement des entrepreneurs. Et ensuite, moi, je suis parti dans l'univers startup. J'étais justement à Station F en tant que responsable juridique. Donc là, je suis passé dans l'opérationnel pour justement comprendre comment on évolue dans des entreprises comme des startups assez agiles. Donc voilà, j'ai aussi appris à évoluer dans le chaos. On va dire, on sait comment ça se passe quand on accompagne des entrepreneurs. Avant justement de fonder le cabinet Lev Avocat avec une autre associée et une collaboratrice. Donc on est trois avocats. Et on est donc dédié, nous, sur l'accompagnement des acteurs de l'écosystème tech dans tout ce qui est opération de croissance. Donc, ce sont les levées de fonds, les exits, restructuration du capital, l'intéressement des équipes, etc. Et donc, on est vraiment dédié sur l'écosystème tech. On a fait, par exemple, plus d'une centaine de levées de fonds. Donc, on a maintenant un retour d'expérience et une pratique qui est justement très, très développée, en tout cas sur la place. On accompagne essentiellement des dirigeants, mais également aussi des investisseurs, ce qui fait qu'on est aussi de l'autre côté de la table, ce qui permet aussi d'anticiper justement dans les négociations, qu'est-ce qu'il faut justement prévoir quand vous allez lever des fonds. Et encore une fois, nous, notre approche, on est un petit cabinet agile, mais on est surtout sur une approche humaine. On sait à quel point c'est compliqué de lever des fonds. Et nous, notre approche est d'être en deal maker, de faciliter la tâche et surtout de vous protéger et de défendre vos intérêts quand vous levez des fonds. Voilà, en quelques mots, en tout cas pour ma part. Peut-être sur la suite, plutôt de ton côté, ça, Déborah, je pense. Ouais. Juste un petit mot, j'ai déjà présenté le programme Upstart pour Startup, mais avant voilà qu'on présente l'agenda. Euh, donc, par rapport au programme Upstart pour Startup, on va proposer 3 grands piliers, donc avec les incubateurs, les accélérateurs et les fonds d'investissement, des ressources donc pédagogiques, des playbooks, des modèles, des outils gratuits aussi pour vous aider. Là, on vient d'en lancer un sur le AIO, ce qui vous permet de vérifier votre visibilité dans les LLM, les moteurs de réponse. Des programmes et événements comme aujourd'hui. On sponsorise aussi des bootcamps sur la partie cold calling commercial. Donc, c'est des sessions d'une demi-journée qui sont payantes. Donc là, elles sont gratuites si vous êtes présélectionné et vous avez un coach en vente qui va vous aider à booker des rendez-vous. Et puis après, la partie credit perks. Donc là, c'est la grosse remise qu'on propose aux startups, 90% sur les plans pro d'UpSpot. Mais ça, je pourrais vous en dire plus si ça vous intéresse. Et on a accès aussi à un tech stack guide qui vous permet d'avoir des remises sur d'autres outils, sur Make, Asana, Dropbox, des crédits AI avec Full and Reach, qui est un peu l'équivalent du Lemlist. Donc voilà, on a aussi plein d'autres solutions tech qui sont incorporées à ce programme pour vous aider à grandir. Et donc justement, par rapport à aussi toi, Marc, si vous voulez présenter le Hmm. cabinet, je pense que tu as fait le tour. Est-ce que tu veux peut-être Ouais, bien préciser sûr. certains points?
Bon, peut-être pour terminer la petite page de publicité, on a aussi nous récemment fait des levées de fonds. Vous pouvez les voir avec Corma, justement. On a fait cette levée assez récemment de plusieurs millions. On a fait aussi d'autres levées de fonds avec Lino. Là, on est en train d'en closer une. Bon, ça, c'est encore confidentiel. Mais encore une fois, là, l'objectif de ce webinaire pour nous, c'est vraiment de vous faire un retour d'expérience, en tout cas moi, côté avocat, avec justement tous ces levées de fonds qu'on a réalisées pour vous donner déjà les tendances de marché. Qu'est-ce qu'il faut anticiper? Lever des fonds. Aujourd'hui, il y a 5 ans, bah, c'est plus la même chose, c'est plus la même tendance. Et en même temps, démystifier un petit peu justement, une fois que vous avez des term sheets, une fois que vous avez trouvé des investisseurs, comment vous allez réussir à closer et clôturer votre levée. L'objectif de ce webinaire, c'est vraiment ça. Et nous, en tout cas, ce qu'on apporte au cabinet, c'est vraiment cette expertise et de vous rassurer jusqu'au bout de l'opération. Alors justement, pour démarrer, on a une première question à vous poser. Ça va être engageant, pas beaucoup, parce qu'il y a aussi pas mal d'informations à vous communiquer, mais pour aussi qu'on ait une idée, est-ce que vous pouvez répondre à cette première question dans le chat juste par A, B, C, D ou E? Où en êtes-vous dans votre process de levée de fonds? Est-ce que vous avez déjà commencé à contacter des business angels ou des fonds? Est-ce que vous avez déjà pitché? Vous avez déjà un feedback là-dessus? Est-ce que vous êtes en phase de négo? Et là, on rentre dans le dur. Et est-ce que bah, voilà, vous commencez seulement, vous êtes à la prise d'infos, vous n'êtes pas du tout encore rentré en contact avec des BA ou des fonds? Et ben finalement, il y a un Mm, mix ouais, c'est plus, je pense, vous commencez seulement, mais il y en a quand même pas mal qui sont peut-être déjà avancés dans le cycle de vente, j'ai envie de dire, mm, mais le cycle d'avancement d'une levée de fonds. Et Christophe, ouais, eux, du coup, autres, ça serait quoi? Si t'es pas dans ces étapes-là, tu peux nous répondre dans le chat. Déjà sécurisé, ok, super. Bah, merci en tout cas pour les réponses. Et donc, par rapport à finalement ces différentes étapes, vous allez forcément avoir une phase dans ce déroulé aujourd'hui qui va beaucoup plus résonner avec justement où est-ce que vous en êtes dans votre process. Euh, donc, j'ai envie de dire, voilà, essayez de bien capter les infos et surtout celles qui vous intéressent pour que ça puisse être pertinent pour vous. En tout cas, l'agenda, c'est déjà de faire une courte différence entre business angels et VC, vers qui se tourner à quel stade. Après, les 5 questions qui sont pour nous clés auxquelles il faut que vous puissiez répondre devant un investisseur. La troisième partie, on a parlé avec Marc avant, quand on va préparer cette presse, la partie données, data. L'investisseur il a besoin d'être rassuré, il a aussi besoin de comprendre comment vous vendez. Et donc ça va être très important de savoir l'expliquer facilement. Et la meilleure façon de l'expliquer facilement, c'est avec de la donnée, avec des chiffres. Et donc là, je vais vous montrer vraiment comment créer un vrai reporting intégré dans votre deck et aussi à vous entraîner à pouvoir le maîtriser pour en tout cas l'expliquer à des investisseurs. Ce qui est pour moi, j'imagine vraiment le point où on va vous faire confiance, on va comprendre que vous avez déjà structuré votre business pour que vous puissiez aller chercher des clients et croître. La quatrième partie, ça va être comment on maîtrise la dilution du capital pour réussir vos négociations. Donc là, les 3 derniers points, je vais laisser la parole à Marc, qui est mm. vraiment rentré là dans le dur de la partie juridique, négo, tout ce qu'il faut regarder et surtout comment ne pas se laisser dépasser par j'ai absolument besoin d'argent. Donc en fait, tout ce qu'on va me demander, je vais dire oui. On est là aussi pour vous Mm. expliquer ne pas aller là-dedans et pourquoi. Et à la fin, voilà quelques outils concrets, retour d'expérience terrain. Là, c'est pareil, assez léger. Et c'est pour vous donner une idée de ce qui va être vraiment important à retenir dans ce workshop. Donc, c'est parti. Business Angels ou VC? Est-ce que vous avez déjà une idée? Vous pouvez bien sûr répondre dans le chat de comment, en fait, quand vous devez parler à un Business Angel et quand vous devez parler à un VC. En général, à partir de quel stade, quand on est vraiment en early stage, vraiment on cherche ses premiers fonds, que ce soit 50 000, 100 000 ou plus, on va plutôt aller chercher des business angels parce que c'est beaucoup plus facile de trouver 3, 4 personnes qui vont mettre, je sais pas, une bêtise, 20 000, 30 000 euros que aller tout de suite chercher un gros montant. Surtout qu'au départ, vous avez certainement besoin d'aller chercher vos premiers clients et donc de sécuriser cette première phase-là. Donc,
c'est plutôt là où on va s'orienter vers des réseaux de business angel, ou ça se fait aussi par de la recommandation. Ça va être une personne qui va vous introduire à un business angel. La prise de décision est beaucoup plus rapide que si on était auprès d'un fonds d'investissement. L'apport principal aussi, donc comme je le disais, ça va être le réseau. On va certainement vous faire une recommandation, vous présenter à quelqu'un qui a soit l'expertise, qui a travaillé dans l'industrie, qui a lui-même un réseau, qui donc va faciliter aussi la mise en relation avec des prospects potentiels ou des grands comptes, etc. Et aussi la crédibilité. Donc, il y a un montant de tickets donc, qui sont forcément plus petits. Et les attentes, la pression, sont pas quasi inexistantes, mais elles sont beaucoup moins élevées que quand vous allez lever auprès d'un fonds. Souvent aussi, vous allez avoir besoin peut-être que d'un seul au départ business angel qui va plutôt avoir cette approche de mentor et qui va aussi, au-delà de son réseau, vous apporter une vraie expertise pour vous guider, apporter du focus à votre activité et surtout peut-être même vous aider à découper ce cycle de vente ou le raccourcir, etc., etc. Marc, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou peut-être donner l'approche VC Ouais, là-dessus? complètement. Peut-être sur l'approche VC, en tout cas, nous, notre retour d'expérience au sein du cabinet, c'est que clairement, par rapport à il y a 4-5 ans, on se rend compte que maintenant, l'investissement côté VC intervient un petit peu plus tard. C'est plutôt maintenant vraiment les business angels qui prennent le relais, qui font cette première levée de fonds en pré-seed. Puis ensuite, les fonds VC interviennent dans un second temps parce qu'aujourd'hui, il y a une réalité, il faut le dire, où le financement est plus compliqué, en tout cas en equity, plus difficile à aller chercher auprès des VC. Euh, et je pense que pour beaucoup de VC, peut-être que certains ont déjà fait un peu l'expérience, mais ils attendent que, en tout cas, dans les startups cibles dans lesquelles ils souhaitent investir, il y ait vraiment une phase de développement beaucoup plus avancée qu'il y a 4-5 ans. Donc vraiment, il y a déjà eu un go-to-market, il y a déjà eu en tout cas des métriques qui sont, on va dire, qui ont été atteints avec notamment peut-être de la RR, du MRR, un panier moyen intéressant, etc. Donc toutes ces métriques business. Euh, Bien évidemment, il y a des contre-exemples, il y a des exceptions, notamment, je pense à des repeat founders, certains qui ont déjà vendu leur boîte, qui se lancent dans un nouveau projet et qui peut-être attirent déjà, on va dire, des fonds VC dès le début dans leur projet. Mais voilà, il faut avoir en tête que souvent les fonds VC interviennent un petit peu plus tard maintenant, euh, en tout cas dans votre calendrier. Donc c'est pour ça que parfois on voit sous certains fondateurs qui tentent d'aller voir des fonds VC dès le début. Je ne sais pas si c'est la bonne stratégie. Encore une fois, il faut en discuter, il faut toujours se poser et se dire quelle est la bonne stratégie. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est plutôt les business angels voilà, qui prennent le relais sur cette phase de pré-seed. Encore une fois, comme tu disais, Déborah, la décision est plus rapide. C'est des plus petits tickets, mais en même temps, ça vous permet d'aller justement chercher ces 150, 200, 300, 500 000 euros qui justement vous permettent de recruter un premier sale, d'aller chercher justement ces premières métriques avant d'aller voir des fonds d'investissement. Un petit point quand même à avoir aussi en tête avec des BA, faut pas se dire que chercher des BA, c'est facile. Vous avez dû voir aussi, quand vous allez voir des clubs de BA, la prise de décision peut parfois, chez certains, être un peu plus longue également. On a eu ces retours de terrain de certains fondateurs où, en fait, quand vous avez des clubs de BA, il faut bien aussi s'interroger sur quel est leur processus en interne dans la prise de décision. On a eu certains clients où ça a pris quand même plusieurs mois avant qu'il y ait eu une term sheet qui arrive au bout. Autre point, c'est que si vous multipliez aussi les contacts avec des BA, il faut bien s'interroger sur quel est le ticket minimum à aller chercher. Parce que forcément, si vous allez discuter avec 20 personnes avec des petits tickets, vous allez vite vous rendre compte que c'est très énergivore. Il faut coordonner tout ce petit monde, c'est compliqué, il y a de la négociation. Et donc souvent, dans un premier temps, on essaie vraiment de se concentrer sur, en tout cas, des business angels qui peuvent mettre des tickets plus importants. Après, il y a encore une fois, il y a une réalité financière de l'entreprise, et ça, on en est bien conscient. Mais il faut vraiment être conscient que faire une levée de fonds, et vous avez dû le voir pour ceux qui sont peut-être déjà au bout, quand on fait votre roadshow, c'est long, c'est énergivore, vous allez être défocus à ce moment-là par rapport à votre business. Et donc, il faut bien, bien structurer justement cette roadshow, alors soit justement avec HubSpot, comme tu le disais, Déborah, ou soit sur qui vous allez en tout cas targeter, dans votre roadshow.
Merci. Donc, ça nous fait un bon relais vers justement les 5 questions auxquelles vous devez savoir répondre. Vous avez peut-être déjà une idée pour ceux justement qui ont déjà pitché auprès d'investisseurs. N'hésitez pas aussi dans le chat à nous partager des questions qui n'apparaîtraient pas ici. C'est intéressant aussi de pouvoir partager ça à tout le monde. Mais en tout cas, il y en a 5 qui reviennent tout le temps. La première, c'est combien lever et pourquoi ce montant est précis. Donc justement, on va vous demander si vous cherchez tant, ça va financer quoi? Là, je vous ai pris un cas un peu fictif d'une startup B2B qui, je pense, correspond un peu à votre même secteur d'activité ou presque. B2B SaaS AI. Elle cherche à lever 1,2 million et elle veut financer 18 mois de runway. Donc là, c'est très précis. Le budget, il va être réparti entre le produit A, les intégrations CRM et justement, le nerf de la guerre, c'est vendre. Donc la partie acquisition commerciale et customer success, donc rétention des premiers clients. Là, ce que l'investisseur veut comprendre, c'est justement quel est le plan d'exécution derrière. C'est bien joli de présenter ça comme ça, mais derrière, il faut qu'il y ait un plan d'exécution. La plupart des boîtes échouent après 3 ans à cause aussi d'une mauvaise exécution. Donc, c'est pas l'idée, c'est pas le produit, c'est pas les services, c'est quel est le déroulé. Puisque aujourd'hui, vous pouvez avoir de la concurrence et finalement avoir des parts de marché. C'est pas ça le problème, c'est l'exécution, c'est-à-dire comment vous faites pour être justement mieux que vos concurrents sur comment vous déroulez et comment vous faites du business. Donc, c'est important d'avoir, au-delà de répondre à cette question, d'avoir un vrai plan sur comment vous allez y arriver. À voilà, bien dépenser cette enveloppe, ne pas burner votre cash les 3 premiers mois et en fait vous retrouver dans une situation très délicate. La deuxième question, c'est quel valo? Alors là, pareil, c'est intéressant parce que souvent, on grossit un peu trop la valo de la boîte, surtout au début. Il y a un outil HubSpot qui utilise pour ça. Je vous le mettrai dans les ressources post-workshop qui vous permet, avec plein de critères, de pouvoir avoir une première valorisation de votre société. Et aussi quelle dilution accepter. Alors là, c'est plus pour Marc, mais là, dans le cas fictif de cette startup AI, une dilution entre 15 et 20%. Et donc, ça implique voilà, une valo post-monnaie autour de 6 millions, à peu près. Donc là, pareil, on va en parler, Marc va en parler, comprendre Mm. l'impact de la dilution. Même peut-être à cette étape-là, tu veux Ouais, en parler? Ouais. ouais, bien sûr. Et peut-être d'ailleurs même sur le premier point sur combien lever, on voit souvent. Alors c'est un exercice qui est très difficile. Mais nous, ce qu'on voit en tout cas de nos clients, c'est vraiment faut pas se brider sur le montant à lever pour plusieurs raisons. Déjà, vous allez voir des investisseurs quand vous allez dérouler votre plan d'action dans les 18 prochains mois, ils vont dire mais attendez, en fait, ce que vous voulez atteindre avec, je dis n'importe quoi, 300 000 euros, vous n'allez pas y arriver. Il faut aller chercher beaucoup plus. Et donc c'est pour ça qu'ayez tendance à aller chercher un peu plus qu'un peu moins. Parce que, encore une fois, l'exercice est long, il est pas facile. Le roadshow, ça va, à ce moment-là, vous allez défocus sur votre business. Il faut vraiment se dire, je vais essayer de lever un petit peu plus pour éviter de me retrouver justement short en cash à un moment donné avant d'aller chercher une prochaine levée de fonds. Ça, c'est le premier point. Sur le sujet de la valorisation, encore une fois, quand on est en early stage, comme vous le savez, il n'y a pas de métriques, on va dire, comment dire, de formules financières, de cash flow ou autre qui peut s'appliquer et qui permet de déterminer la valeur de la boîte. Aujourd'hui, elle va se déterminer, mais comme font tous les VC, sur quel montant vous voulez lever et ensuite quel est le pourcentage de dilution vous allez accepter justement de donner, en tout cas en tant que fondateur. Quelle est la place au capital que vous allez donner aux nouveaux investisseurs? Et à partir de ça, c'est une petite formule en point, hein. Ça va permettre de déterminer la valorisation pré-money de votre société. Et ensuite, alors est-ce que c'est plutôt 10-12% de dilution ou est-ce que c'est plutôt entre 15 et 20? Ça dépend, c'est de la négociation avec des investisseurs, ça dépend de votre capacité justement à voir à quel point votre projet est sexy, à quel point les investisseurs ont envie de rentrer, etc. Ça, c'est vraiment le jeu de la négo. Et souvent, on modélise aussi tout ça sur un Excel et ça permet de faire aussi des projections sur la répartition du capital post-opération. Merci Marc. La troisième question, quels sont les bons investisseurs pour ce tour? On y a répondu dans la slide précédente.
Donc là-dessus, voilà, juste un point important, c'est en effet l'investisseur, il apporte du capital, mais pas que. Encore une fois, il faut vraiment voir ça comme un vrai package, si je peux dire ça comme ça. Il y a le réseau, comment il est connecté à votre verticale, la crédibilité qu'il a aussi et son expertise go-to-market. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué cette tendance. Maintenant, depuis plusieurs années, vous avez énormément d'anciens ex-Google, ex Microsoft, etc., qui investissent aussi dans des startups. En général, ce sont des personnes qui ont été C-level dans ces boîtes-là et qui mettent un ticket sur des boîtes tech. Donc ça, sur LinkedIn, ça peut être aussi intéressant dans votre liste de business angels à contacter, de pouvoir regarder sur, en tout cas, votre spécificité tech, quels sont ces un peu nouveaux investisseurs qui mettent aussi un ticket. Il y en a beaucoup. Et ça se fait voilà très bien maintenant. Ils se connaissent tous aussi. Donc un point d'entrée avec une de ces personnes-là peut aussi vous mettre en relation avec d'autres personnes. Euh, sur la quatrième question, est-ce que j'ai une dette juridique qui peut créer de la friction? Est-ce que Marc, tu veux en parler? Oui, alors là-dessus, encore une fois, c'est les retours d'expérience. On voit souvent les fondateurs qui se lancent dans le processus de levée de fonds et en fait, au moment où ils reçoivent des term sheets, au moment où justement ça peut closer avec des investisseurs, on voit qu'il y a il y a des frictions en fait, soit sur la cap table, typiquement un investisseur, un associé qui est un peu dans la nature, qui va falloir recontacter parce qu'en fait on a besoin de lui pour signer des documents, ou en fin de compte on se rend compte que la propriété intellectuelle n'est pas détenue par la société mais par un des fondateurs et dont on a peut-être un peu moins de nouvelles. Il y a pas mal de sujets en tout cas à anticiper. C'est pour ça que nous souvent quand on intervient en tout cas euh, lors d'une opération, on intervient idéalement en amont parce que ça permet un peu justement de cleaner peut-être la cap table, cleaner un peu les sujets. On fait voilà des audits un peu flash et ça vous permet de vous mettre justement dans les meilleures dispositions pour pouvoir lever et éviter qu'il y ait une friction et surtout qu'il y ait du temps d'attente, que ça ne vienne pas impacter le calendrier de votre levée de fonds et avec un objectif de recevoir les fonds le plus rapidement possible. Donc c'est pour ça, on sait qu'on peut avoir tendance à vouloir faire les choses, comment dire, rapidement au début pour lancer le projet. Mais quand vous allez commencer à lever des fonds, c'est vraiment l'occasion de mettre les choses d'équerre parce que, encore une fois, après, vous allez le payer par la suite. C'est pour ça qu'on parle de dette juridique où ça va avoir un impact, tant pour vous parce que c'est des risques supplémentaires, mais surtout, c'est des coûts également à prévoir parce que des coûts juridiques, il faut régulariser les sujets, etc. Donc, autant le faire dès maintenant, surtout si c'est votre première levée de fonds. Je me permets de prendre une question de Sandrine sur la valo pré-monnaie. Elle Oui. nous demande comment un investisseur peut valider la valo pré-monnaie qui découle du calcul que vous venez de présenter tout à l'heure. Hmm. Tu veux peut-être prendre cette Ouais. question? Ici, par exemple, si on est sur une valo post-money de 6 millions, ça veut dire que, oh, je pense que vous voyez peut-être la différence. En tout cas, vous avez le pré-money, vous avez le post-money. Ici, si on est sur une valo post-money de 6 millions, pour déterminer la valo pré-money, du coup, il faut déduire le montant de l'investissement. Donc ici, il est 1,2. Donc c'est-à-dire que la valo pré-money ici de la société est de 4,8 millions. Voilà, c'est comme ça que vous déterminez. Donc bien en tête, quand vous avez un investisseur qui vous parle de valorisation, toujours bien savoir est-ce qu'on raisonne en pre-money ou est-ce qu'on raisonne en post-money. Souvent, quand on parle de valo dans le cadre d'un tour de table, on raisonne toujours en valorisation pre-money. Ensuite, pour répondre à la question de Sandrine, ça encore une fois, c'est vraiment de la négociation avec les investisseurs. Mais si on est sur justement une levée de fonds autour de 1,2, et là typiquement côté cabinet, on est en train de faire justement une levée de fonds à peu près à ce montant-là. Euh, on est justement sur une valo prémonie autour de 4,5 même. Et donc ça, c'est vraiment de la négociation. Après, ensuite, comme on le disait, hein, c'est plutôt quel est le niveau de dilution qui va être suivi par les fondateurs. Et donc, est-ce qu'on est entre voilà, 12-13% ou 20%? Ça, c'est vraiment une discussion à avoir avec vos investisseurs. Merci Marc. Est-ce on pourrait peut-être finir cette slide sur les autres conditions d'entrée au capital? Je pense, voilà, les clauses à surveiller. Alors, tu vas peut-être en parler tout à l'heure, donc Hmm. sinon on déroule. Tout ce qui est liquidation, préférence, antidilution, droit de veto, board seat, etc. Est-ce que Ouais. on déroule plus tard ou est-ce que tu veux en parler maintenant?
Bon, on va le dérouler peut-être plus tard, mais en préambule, ce qu'il faut avoir en tête, moi, souvent, je vois en tout cas quand les fondateurs font des roadshows. Alors, on verra aussi quel est le mécanisme utilisé. Est-ce qu'on est en BSR ou est-ce qu'on est en equity? Mais souvent, au début, quand vous faites votre roadshow, vous êtes en train de pitcher avec des investisseurs. Là, l'objectif, c'est vraiment de les convaincre d'investir. Et donc, à ce stade, c'est peut-être plutôt prévoir une slide à la fin, justement, dans votre deck sur les conditions d'investissement, le montant qu'on cherche à lever, quel est le mécanisme juridique, est-ce qu'on est sur du BSR ou est-ce qu'on est sur de la levée en equity. Mais en tout cas, tous les sujets, on va dire, autour de la term sheet, et on viendra un petit peu après, euh, c'est encore trop tôt, on va dire, dans le processus. Quand je parle de term sheet, c'est notamment, on va y revenir, mais ce sont les clauses qui concernent la gouvernance, les engagements des fondateurs, les clauses de leaver, voilà, ce genre de points ou liquidation préférentielle. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ces clauses. Tout ça, ça intervient vraiment dans un second temps. Si vous êtes en phase de roadshow, encore une fois, une slide, ça suffit amplement sur combien vous voulez lever, quelle est votre valorisation de la société si vous faites un tour en equity. Et ensuite, si vous avez un investisseur qui est intéressé, à ce moment-là, les discussions commencent. Super. Je prends peut-être une dernière question avant de passer à la suite. Christina nous demande, est-ce qu'on peut peut-être définir ce qu'est la dilution? Est-ce que c'est obligatoire dans la négo de faire à partir de 15%? Voilà. Alors, pas forcément à partir de 15%, encore une fois, c'est la négo, nous on voit entre peut-être 10 et 20%, mais le sujet de la dilution, bah, c'est de dire aujourd'hui, vous êtes fondateur, vous avez un bloc fondateur, vous avez 100% du capital, vous faites votre première levée de fonds, par exemple en augmentation de capital, vous allez faire rentrer donc un investisseur, et si on raisonne sur une logique de dilution, par exemple 20% de dilution post-opération, ça voudrait dire que la répartition du capital post-levée de fonds et de 80% pour le bloc fondateur et de 20% pour on va dire, le bloc investisseur. C'est ça ce que ça veut dire, en fait, ce sujet de dilution. Et donc, faut bien le maîtriser, il faut bien comprendre ce que ça veut dire, parce que lâcher un point de dilution de votre côté, bah forcément, ça a un impact le jour où vous faites un exit. C'est-à-dire que le jour où vous allez vendre votre société, et bah, c'est-à-dire que vous aurez aussi un petit peu moins. Et donc, il faut bien calibrer. Nous, ce qu'on fait souvent en cabinet, c'est on fait des modélisations sur Excel. Comme ça permet aussi de bien se rendre compte en fonction des différents scénarios, de dire quelle serait justement la répartition du capital post-opération. J'espère que ça répond à ta question, Christina. C'était assez complet. On avance sur la partie reporting et data, que ce soit un business angel ou un fonds. Pour mettre de l'argent et pour faire confiance, il faut quand même montrer patte blanche et donc avoir quand même quelques éléments pour montrer comment on a converti ses premiers clients et surtout montrer qu'on a un vrai process. Ça va être crucial. Question pour vous, avant justement que je vous montre une idée de dashboard à avoir. J'aimerais savoir où est stocké votre donnée aujourd'hui. Est-ce que c'est encore tout dans votre tête? C'est possible, hein, mais ça va être difficile de scaler ça. Est-ce que vous avez commencé à créer un CRM un peu bricolé, parfois sur un LLM, sur Claude ou autre? Est-ce que vous utilisez Notion ou un Google Sheet ou un Excel? Ou alors la data, elle est stockée nulle part. OK, Google Sheet, Notion. Pour les autres, ça arrive. Ouais, ok. Souvent, on commence comme ça, hein. Donc c'est pas pour pointer du doigt, c'est bien ou mal. Au contraire, c'est déjà bien d'avoir commencé avec un Excel, c'est la base. Ok, certains ont déjà un CRM. Ok. Alors, justement, l'idée, c'est de dire, il faut en tout cas que cette donnée, donc quand je parle de données, ça va être vos contacts, vos leads, vos prospects, vos deals, donc vos transactions, les opportunités commerciales que vous avez déjà, vos devis, vos contrats. En fait, finalement, tout ce qui va vous permettre d'avoir des leads, de les travailler et de les convertir en clients. Euh, Pourquoi c'est important de les centraliser? Justement, pour pouvoir avoir cette vision que vous devez tous avoir aujourd'hui, c'est-à-dire pilotage de business. Je me connecte à mon CRM. C'est quoi mes trois priorités du jour? Je dois avancer sur quel deal? Et c'est quoi mon forecast? À combien je vais finir ce mois-ci? À combien je vais finir à 3 mois? Et cette année, est-ce que je vais réussir à atteindre? Comment je me positionne par rapport à mon objectif de chiffre d'affaires sur l'année, etc. Plus vous avez déjà anticipé cette structure, mieux vous allez être confident, vous allez avoir la confiance pour pouvoir expliquer comment vous pilotez votre business à un investisseur. Et donc justement, pour avoir cette idée de reporting, de dashboard, et de pouvoir en fait extraire
finalement des insights de vos données que vous avez aujourd'hui, peu importe où elles sont, et ben, il faut se poser des bonnes questions. Et donc, ces questions-là, votre reporting est censé répondre. Donc, c'est vraiment des questions, là, pour le coup, de pilotage commercial. Combien de leads qualifiés vous avez eu sur une timeline spécifique? D'où ils viennent. Donc là, c'est souvent moi ce que j'explique en workshop. La première propriété dans le CRM, c'est ce qu'on appelle un champ que vous devez avoir quand vous regardez une fiche contact, c'est la source. D'où vient cette personne-là? Est-ce que c'est du référol? Est-ce que ça vient d'un salon? Est-ce que cette personne a visité votre site web? Est-ce qu'elle vient du site web? Est-ce qu'elle vient d'une campagne LinkedIn, d'une campagne Google, des réseaux sociaux, etc., 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 etc. Ça, c'est pour moi la base. D'où viennent les gens à qui vous parlez. Deux, comment ils convertissent. Donc là, ici, quel est finalement le parcours utilisateur qui fait qu'il va être transformé en acheteur? Combien de temps quoi est votre délai pour closer un client? Donc si vous avez un segment plutôt grand compte, vous savez là qu'en moyenne, pour closer, ça prend peut-être un an et demi. Un petit peu moins, ça dépend de ce que vous vendez. Mais en fonction de à qui vous vendez, vous avez un cycle de vente plutôt court, moyen ou long. Et donc ça, il faut avoir une idée de combien de temps ça prend pour closer un client. Euh, Quelles objections reviennent? Donc finalement, quelles sont finalement les questions qui disent, bah non, moi j'ai pas besoin de votre solution, j'ai pas besoin de votre service, et comment vous les taclez? Quel segment convertit le mieux? Donc là, par rapport à tout ce que vous êtes en train de tester, souvent à cette étape, hein, seed early stage, on teste énormément de canaux. Et finalement, il faut savoir très rapidement quels sont ceux qui vont vous ramener le plus de chiffre d'affaires, quels sont ceux qui convertissent. Donc, pouvoir montrer ce que vous avez déjà testé et ce qui marche, c'est aussi un point important qui va faire partie de ce reporting. Donc là, c'est vraiment très complet, mais je vous ai mis en fait un reporting fictif de ce qu'aimerait avoir un investisseur. Et donc, on va retrouver la réponse à ces questions qu'on a vues dans la slide précédente, à savoir combien de leads qualifiés. Et donc là, je suis sur les 12 derniers mois. Je vois que si on reprend l'exemple de ce SaaS AI, j'ai 612 Sales Qualified Leads. Je peux savoir d'où ils viennent, donc dans mon funnel de conversion. Je peux savoir la partie canal d'acquisition, les objections. Donc voilà, j'ai mon top 3. Si on regarde 34%, c'est le prix. La première objection, c'est pas le bon timing, etc., etc. Et grâce à tout ça, déjà, pour vous, vous allez pouvoir prendre des décisions pour mieux piloter votre acquisition et surtout votre outreach. Et vous allez pouvoir aussi rassurer, répondre aux questions de l'investisseur qui va dire, OK, bon, c'est quoi ton processus de vente? Eh ben, oui, aujourd'hui, il est très simple. C'est 3 étapes. Un, je qualifie, je fais une démo, j'envoie une propale et ça signe. Et en général, il me faut 45 jours pour closer. Donc, vous voyez en comment une slide avec ce reporting, vous pouvez avoir une approche ultra professionnelle. Et même si vous n'avez pas beaucoup de data, c'est pas grave. L'idée, c'est de pouvoir expliquer finalement et de pouvoir répondre à ces questions de comment vous faites du business. Qu'est-ce qui marche? Et justement, rassurer l'investisseur de dire, bah, si vous me donnez cet argent, je vais pouvoir l'utiliser pour grossir en fait le go-to-market que je suis en train de construire. Maintenant, on va plutôt parler de dilution du capital pour réussir vos négociations. Donc là, je vais laisser à Marc la main. Ouais, merci beaucoup. Peut-être aussi pour compléter ce que tu disais, Déborah, encore une fois, Oui, le sujet de data, en fait, derrière, pour moi, c'est quel est votre narratif, en fait, auprès de vos investisseurs. Et la question, c'est du coup, quelles données vous allez mettre en avant. Et pour ça, comme tu disais, c'est aller chercher cette donnée, l'agréger, l'organiser, la présenter. Et donc, si, typiquement, vous êtes câblé avec un outil comme HubSpot, c'est vrai que si vous le mettez tout de suite sur une bonne slide, justement, ces données, bon, il voit que c'est de la donnée aussi de terrain. Et c'est ce qui vous permet justement d'aller embarquer vos investisseurs, notamment sur les jalons que vous aurez pu atteindre de votre côté, à la fois en termes soit de panier moyen, soit d'acquisition client, soit sur votre taux de conversion, etc. Bien évidemment, ensuite, c'est à vous de le mettre euh, en évidence pour aller justement montrer aux investisseurs tout le potentiel de votre projet. Oui, et donc du coup, si on vient sur le sujet, on va dire plus de la dilution du capital,
peut-être en préambule, c'est aussi donc pour vous parler notamment des différents mécanismes en fait qui existent sur le marché. Souvent, quand on veut lever des fonds, alors ça recoupe en fait plusieurs instruments. On vous les a présentés ici avec un tableau. Soit vous faites une levée de fonds en equity, soit vous faites une levée de fonds en BSR. Alors là, on a mis le SAFE, mais c'est, on va dire, l'approche à l'américaine, ceux qui connaissent le SAFE de YC. Ou soit sinon, la dernière approche, c'est une levée de fonds par de la dette, typiquement, les obligations convertibles de BPI, justement, ça rentre dans ce cas de figure. Sur un tour de table, on va dire early stage, nous, ce qu'on voit très fréquemment, notamment dans les premiers tours, c'est plutôt l'outil BSR. Pourquoi? Parce que souvent, le BSR, c'est un outil qui est plus rapide. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'investisseur, il va investir tout de suite dans votre entreprise, mais il n'est pas encore actionnaire. Il deviendra actionnaire le jour où il y aura une prochaine opération sur le capital. Et donc souvent, une prochaine levée de fonds. Pourquoi? Parce que quand on parle d'une levée de fonds, on l'a dit, il faut discuter de la valorisation de la société. Donc la dilution, etc. Et également discuter du pacte d'associés, donc toutes les conditions d'entrée de vos investisseurs au capital. Ça, on reviendra après, on en discutera, mais forcément, ça impose aussi un calendrier beaucoup plus long, des négociations, et souvent, on va réserver cette augmentation de capital soit à des investisseurs qui de toute façon n'investissent qu'en augmentation de capital, soit à des tours peut-être euh, plus structurés ou avec des montants plus importants. Sur la partie BSR, donc comme on le disait, c'est un investissement dès maintenant dans votre entreprise, mais l'investisseur, à ce moment-là, deviendra actionnaire le jour où il y a un prochain tour de table en equity. L'avantage pour lui, c'est de dire, on attend, enfin, il va convertir son BSR en actions, c'est-à-dire qu'il recevra des actions plus tard, sur la base de la valorisation qui sera négociée lors du prochain tour de table. Et l'avantage et l'intérêt pour lui, c'est d'avoir une décote. Et c'est pour ça que vous avez sûrement dû entendre autour du BSR cette logique de décote, c'est-à-dire que l'investisseur R, quand il va convertir, il va pouvoir convertir avec une valorisation décotée par rapport à celle du prochain tour de table. C'est pour ça que ça vous permet d'embarquer rapidement des premiers investisseurs, de recevoir rapidement justement des fonds pour développer votre projet. Un autre avantage aussi du BSR, c'est que vous pouvez clôturer les investissements au fil de l'eau. Parce que souvent, quand vous faites votre roadshow avec des investisseurs, vous avez quelqu'un qui va vous dire, moi, je suis prêt à mettre 20 000, 30 000, 50 000 euros. Et en fait, il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Et c'est pour ça que l'avantage aussi du BSR, c'est que vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir votre liste complète d'investisseurs BSR si vous partez en BSR pour pouvoir clôturer cet investisseur. Ça, c'est aussi un grand avantage du BSR. Là, typiquement, on est en train de faire aussi un tour de table. On le fait en à peine une semaine avec un investisseur, donc il va mettre 300 000 euros. Finalement, on va faire un BSR. Mais c'est vrai que ça aurait été difficile de le faire via justement une augmentation de capital ou un pacte d'associés dans un temps aussi limité. Ça, c'est le premier point. Et c'est pour ça que, avant de lancer votre roadshow, nous, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on s'interroge sur quel est l'instrument juridique qu'on souhaite pousser au début lors du roadshow. Après, parfois, on sait très bien qu'il y a la réalité terrain et finalement, on bascule sur un tour en equity parce que votre investisseur lead qui va mettre en fait un montant important ne veut parler que d'un investissement en equity. Et voilà, en tout cas, il faut bien avoir en tête ces trois approches. Soit vous êtes en BSR, soit vous êtes en dette, mais c'est quand même très très rare. Il n'y a pas encore une fois les OCBP quand on est en levée de fonds précide. Il y a peu de cas de figure où sinon il faut vraiment s'interroger parce qu'encore une fois, de la dette, c'est-à-dire que vous allez devoir rembourser votre investisseur et l'avantage pour lui, c'est qu'il peut aussi convertir sa dette en capital. Donc vraiment, faut se poser la question. Ou sinon, l'approche en equity, c'est-à-dire via une augmentation de capital. Et à ce moment-là, comme on le présente dans le tableau, ça implique aussi de devoir discuter de la valorisation et de discuter des conditions d'entrée au capital dès maintenant de votre investisseur. Je vois que le temps file, Déborah, donc je pense qu'à mon avis, je vais essayer de faire un peu un résumé global sur la partie, on va dire, de la levée de fonds, on va dire, en augmentation de capital. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que, on l'a dit, la première étape, donc c'est toute la phase de roadshow. C'est là où vous allez justement convaincre vos investisseurs d'investir chez vous. Une fois que vous avez passé cette première étape, si on est dans un tour en augmentation de capital, souvent
la prochaine étape, c'est de recevoir de vos investisseurs une term sheet. La term sheet, en fait, je ne sais pas si vous avez déjà vu une, mais en fait, c'est une sorte de one-pager, c'est un document de synthèse qui vient justement expliquer quelles sont les conditions économiques du deal, quelles sont les conditions juridiques. Donc, typiquement, quelle est la valorisation de pré-money, quelle catégorie d'actions recevra le nouvel investisseur, quelle est la répartition du capital avant et après, est-ce qu'il y a un pool d'options BSPCE, BSA à mettre en place, est-ce qu'il y a un board, est-ce qu'il y a des clauses de liquidation préférentielle. On en discutera, mais c'est vraiment ce document de synthèse qui nous permet de dire, OK, du coup, quand on va devoir dérouler, rédiger le pacte d'associés, et donc en fait ce contrat de mariage avec vos investisseurs, on sait qu'il sera rédigé sur la base de ce term sheet. Et donc c'est pour ça que la négociation, elle démarre dès que vous recevez justement une term sheet. Alors point important, ça dépend aussi de la dynamique du deal. Souvent, la term sheet est plutôt à la main de vos investisseurs, mais quand vous êtes avec des business angels, souvent du friend and family ou autre, ou que votre term sheet met du temps à arriver sur la table, nous, on recommande quand même de prendre les devants côté fondateur. Et donc, c'est pour ça que nous, on prend la plume, on prépare justement la term sheet, bon, souvent plutôt à notre avantage côté fondateur, mais ça permet de tout de suite enclencher les discussions avec un investisseur et on voit si justement l'investissement il est sérieux. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, également aussi sur la partie de la term sheet, si vous en recevez en tout cas un document, sachez qu'il faut négocier. Une term sheet, ça se négocie. C'est tout à fait market practice. Si vous avez un investisseur qui vous dit non, mais tu signes ou sinon j'investis pas, je n'investis pas, vraiment, c'est un red flag. Après, on comprendrait que vous acceptiez pour des questions de trésorerie et vous n'avez vraiment pas le choix. Mais là où on a eu un deal récemment, on a reçu plusieurs term sheets. On a un investisseur qui a eu cette approche et en fait, c'est pas aller plus loin pour justement cette raison. Donc, on attend aussi de vous, en tant que fondateur, fondatrice, de pouvoir négocier votre term sheet. Et c'est aussi un bon signal envoyé aux investisseurs parce que ça montre que vous êtes capable de vous battre pour votre entreprise. Et donc, ça veut dire que plus tard, vous allez également vous battre lors des prochains tours de table. Et pour savoir, du coup, négocier une term sheet, il faut savoir aussi qu'est-ce qu'il y a dans une term sheet. D'où le fait, à chaque fois que vous recevez un document, de faire intervenir un avocat, un conseil pour justement vous assister et regarder avec vous justement les conditions de la term sheet. Souvent, on peut avoir tendance à regarder la valorisation de pré-money, la dilution, et bien évidemment, c'est hyper important. Et pour autant, il y a aussi d'autres clauses qui sont tout aussi structurantes pour vous. Et là, on vous a donné justement un peu une petite synthèse, mais vous avez, comme je disais, tout ce qui était la gouvernance. Est-ce qu'il va y avoir un board? Est-ce que votre investisseur il souhaite avoir un droit de regard, un droit de veto sur des décisions stratégiques dans votre société? Et encore une fois, quand vous êtes, faut bien comprendre que vous êtes fondateur. Souvent, vous avez avancé un peu de votre côté. Et là, pour la première fois, vous faites rentrer quelqu'un au capital. Pas la même dynamique, c'est pas la même relation. Il y a forcément des attentes côté investisseur. Et il ne faut pas qu'il y ait une désillusion, parce que pour certains investisseurs, ils vont demander à vraiment avoir un droit de veto, un droit de regard sur plein de décisions dans l'entreprise. Peut-être que vous, au contraire, vous avez intérêt à avoir beaucoup plus d'autonomie et de liberté. Donc tout ça, ça vient également se négocier à ce moment-là. Vous avez aussi tout ce qu'on appelle des droits, on va dire, économiques, typiquement des clauses de liquidation préférentielle. Alors, je ne sais pas si on a le temps de revenir sur les différentes typologies de clauses de liquidation préférentielle, mais en quelques mots, cette clause de liquidation, parce qu'elle est aussi hyper importante, elle permet à un investisseur d'avoir, en cas de vente de l'entreprise, d'être remboursé en priorité par rapport aux autres actionnaires. C'est pour ça que quand vous négociez votre valorisation, certains peuvent un peu perdre de vue que derrière, il y a aussi une clause de liquidation préférentielle. C'est-à-dire que si vous négociez une valo, typiquement, on disait par exemple à 4 millions d'euros en pré-money, s'il y a une clause de liquidation préférentielle pour les investisseurs, concrètement, ça veut dire que si demain, vous vendez votre société à une valorisation inférieure à 4 millions, c'est-à-dire qu'avant que vous, fondateur, de toucher quelque chose dans le cadre de cette vente, il y aura déjà une partie qui sera remboursée en priorité à l'investisseur. Et donc ça, il faut bien, bien l'avoir en tête, c'est que la valo que vous allez du coup défendre lors de votre tour de table, il va falloir aussi aller chercher lors d'un exit. Donc, ça fait partie justement de ce type de clause à négocier. Parfois, elle n'est pas présente, parfois elle y est. On peut, on va dire, l'édulcorer. Mais sachez que justement, ça fait partie justement de ce type de clause à négocier. Il y en a d'autres également. Et là, justement, il y a cette synthèse sur la partie gouvernance, sur la partie capital, sur la partie engagement.
On va en quelques mots, parce que on avait dit qu'on allait garder un petit temps Q&A, mais il y a aussi un volet engagement pour les fondateurs. Souvent, quand vous avez des investisseurs qui investissent dans une entreprise, bah, ils attendent de vous aussi une implication. Soit elle est totale, soit elle est, on va dire, c'est-à-dire que vous allez devoir dédier l'exclusivité, enfin, vous allez être exclusif, on va dire, auprès de votre entreprise, passer 100% de votre temps pour votre entreprise, soit c'est la majorité de votre temps. Est-ce qu'il va y avoir des clauses de non-concurrence? Est-ce qu'il va y avoir une clause de leaver? Ça, la clause de leaver, c'est hyper important, parce que concrètement, et en deux mots, ça veut dire que si demain, l'un des fondateurs quitte l'entreprise, n'est plus en opérationnel, à ce moment-là, ça peut activer une clause de rachat de ses parts. Et en fonction de la nature du départ, c'est-à-dire ce qui part en ce qu'on appelle en good liver, ce qui part en bad liver, c'est-à-dire est-ce que il part pour des bonnes raisons ou peut-être de mauvaises raisons, parce que peut-être parce qu'il doit démissionner ou parce que c'est pour un burn-out, est-ce qu'il a été révoqué? À ce moment-là, bah, le prix de rachat des parts va va varier en fonction de la nature de son départ. Concrètement, si vous partez en bad liver, on va vous racheter souvent vos parts à une valeur très fortement décotée. Alors que si vous partez en Gulliver, ce sera plutôt à de la valeur de marché. Tout ça, encore une fois, ça se négocie dans la term sheet et c'est hyper important parce que vous, en tant que fondateur, il faut arriver à se projeter justement sur la suite des événements et de se dire qu'est-ce qui se passe si demain l'un d'entre nous doit quitter la société? Comment va justement être la répartition du capital à ce moment-là? Merci Marc. Très important et je pense que c'est un point qu'on peut utiliser pour closer cette session. C'est-à-dire que souvent, quand vous êtes à votre premier tour de table, vous n'avez pas imaginé tous les cas qui pourraient arriver dans le futur. Et être bien accompagné, encore une fois, c'est ultra important pour que justement vous puissiez vous projeter sur l'évolution de votre activité et qu'est-ce qui se passerait si, voilà, il y a un deuxième tour de table, s'il y a un associé, un cofondateur qui part. Il faut pouvoir anticiper et avoir imaginé ces cas pour aussi vous baquer dans justement ces documents-là. Donc, franchement, ça, je pense, que c'est un point à retenir, c'est de dire, OK, là, vous êtes peut-être en early stage, mais si votre société se développe dans les bonnes conditions, vous allez avoir des nouvelles prises de décision. Est-ce que vous les avez digérées, anticipées? Est-ce que vous êtes protégé? Et on Hmm. parlait aussi de pacte d'associés. On vous laissera digérer. On sait que c'est une presse qui a énormément d'informations. Donc, franchement, mon conseil, ça serait relisez ça au calme. Et si vous avez d'autres questions qui vous viennent, marquez-moi, on est disponible par mail. Vous aurez accès à nos informations pour nous poser toutes les questions dont vous avez besoin. On a quand même encore 8 minutes. J'aimerais bien qu'on les garde pour des Hmm. questions live, si vous voulez. Donc, s'il y en a, n'hésitez pas. Vous pouvez utiliser votre micro ou nous poser des questions dans le chat. Et s'il n'y en a pas, bah, je garde une petite surprise aussi pour la fin. S'il n'y en a pas, vous pouvez nous dire dans le chat si ça a été clair, un oui ou un non, si ça vous satisfait en termes Hmm. d'attente. Il y a une petite Oui, une question de Mathieu. À quel point il est recommandé de faire un véhicule dédié pour un premier tour? À quel moment on commence à en parler avec les invests? Alors, je pense que la question donc derrière, c'est est-ce qu'il faut mettre en place notamment un SPV? Je pense que c'est ça. Sur la question du SPV, alors euh, très clairement, la première question, ça va être déjà combien d'investisseurs vous souhaitez avoir sur votre cap table. Si effectivement vous envisagez d'avoir plus de 10 voire 15 investisseurs sur votre cap table, ça vaut le coup tout à fait de commencer à réfléchir sur cette logique de mettre en place un véhicule, un SPV. En deux mots, le SPV, il vous permet en fait de regrouper tous vos investisseurs dans un seul véhicule. Et ensuite, sur votre cap table, vous allez avoir juste une ligne avec le nom du véhicule, le nom du SPV. Ça a plein d'avantages parce qu'en termes de gouvernance, bah, c'est beaucoup plus simple. Par exemple, dans une AG, au lieu d'aller convoquer 15, 20, 30 personnes, bah, vous allez uniquement convoquer le SPV. Donc là, vous avez une facilité. Même chose aussi en termes de droits, de pacte, etc. C'est simplifié. Le sujet maintenant, c'est de se dire, est-ce qu'il faut mettre en place un SPV dès maintenant ou non? La question, encore une fois, c'est la configuration de votre tour. Si vous faites un tour en BSR, c'est rare de faire un SPV. Souvent, on va plutôt prévoir un tour en BSR dans lequel on va prévoir des clauses d'apport dans un futur SPV que l'on pourrait créer. Si on est dans un tour en equity,
Là, on l'a fait aussi récemment, on a monté un SPV parce qu'il y avait une vingtaine d'investisseurs. Moi, je trouve qu'en retour d'expérience, il faut qu'il y ait quand même un nombre minimum d'investisseurs. Donc, autour de 15-20, ça devient intéressant. En dessous, je pense que vous pouvez encore vivre avec sur votre cap table et peut-être attendre un prochain tour de table pour recliner et à ce moment-là, mettre en place un SPV. Sur les frais juridiques, c'est une vraie question. Alors, souvent, sur un frais de setup de SPV, alors ça dépend ce qui existe sur le marché, mais faut peut-être quand même anticiper autour entre 3 000 et 5 000 euros, on va dire, des frais de setup de SPV. De toute façon, il va pas se passer grand-chose hein, dans la vie du SPV, à part une appro de compte une fois par an, mais il y a quand même un travail, on va dire, de coordination en amont, constituer le SPV. Donc c'est pour ça qu'il y a un arbitrage à faire entre voilà, quel est votre objectif, combien d'investisseurs et ce que à mettre en balance avec les frais qui sont associés. Merci d'avoir répondu à la question sur le SPV, Yann. Euh, il y avait une question aussi sur la partie reporting. Comment ce reporting-là peut être adapté pour du B2C? Je pourrais vous ajouter une slide d'un reporting B2C. La question, c'est que, enfin, la différence, c'est que en B2B, vous avez un vrai cycle de vente. Et donc, celui-ci il doit être décrit, etc. Sur la partie B2C, ça va plutôt reposer sur votre acquisition, votre stratégie d'acquisition, donc toutes les activités marketing qui font que le consumer va acheter. Donc, il y aura d'autres KPI à regarder, notamment le coût d'acquisition, etc., etc. Mais ça, je pourrais vous ajouter une slide sur un cas B2C. Ouais. Ok. Euh, Question de Mathieu aussi. En termes de frais juridiques, quel impact de faire des BSR au fil de l'eau et comment gérer le discount car l'investisseur aura toujours intérêt à dire qu'il entrera un peu plus tard si les conditions n'évoluent pas. Alors, bon, sur la première question, en tout cas, nous, au cabinet, on a plutôt un forfait fixe, un forfait global, hein, si c'est une levée de fonds en BSR. Souvent, on le structure justement avec ce qu'on appelle des délégations, si on pouvait faire des émissions de BSR au fil de l'eau. Et c'est un forfait global, donc je veux dire, il n'y a pas d'impact qu'il y ait un ou deux BSR à telle date ou autre. C'est vraiment le package global avec un nombre déterminé de BSR à lever. Sur la deuxième question, sur le discount, justement, ça, c'est une stratégie de négo que nous, on met en tout cas en place dès le début, où typiquement pour embarquer très rapidement, en tout cas vos premiers investisseurs en BSR, c'est de pouvoir calibrer le taux de décote, soit en fonction du montant d'investissement. Concrètement, pour les investisseurs qui mettent des tickets plus importants, à ce moment-là, la décote sera plus importante. Ou également, on peut calibrer le taux de décote en fonction de la timeline. C'est-à-dire que pour ceux qui investissent, en tout cas dans les premiers, dans les 4, 5, 6 prochains mois, il y a une décote plus intéressante que pour ceux qui investiront plus tard. Donc, histoire de créer aussi un peu de FOMO dans votre roadshow avec vos investisseurs. Et ça marche très bien. Mais encore une fois, il faut bien le structurer et bien le calibrer dans la juridique. Merci, Marc. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a encore 2 minutes. Vous pouvez les poser dans le chat. S'il n'y en a pas, encore une fois, on est dispo par mail hein, pour y répondre. Juste, je vous ai mis, vous aurez la presse. Merci Nino. Vous aurez accès aussi à en fait, un pilotage de votre levée de fonds, comme si c'était un cycle de vente. On vous a paramétré ça dans HubSpot. Donc, si ça vous intéresse, ça s'appelle le portail Replicator. Je vous ai mis tous les liens. Allez le voir. Ça se configure directement quand vous créez votre compte dans HubSpot et ça vous permet en fait de suivre qui vous a répondu, à qui vous devez envoyer votre pitch deck. Et c'est ultra intéressant. Pourquoi? J'ai quelques hacks à vous montrer, mais on n'a pas eu le temps. Par exemple, votre pitch deck, vous pouvez l'intégrer dans votre compte gratuit, HubSpot, et quand vous l'envoyez, vous pouvez faire des séquences d'emailing à vos différents contacts investisseurs. Quand vous envoyez votre pitch deck en tant que document dans HubSpot, vous pouvez traquer le temps passé sur chaque slide. Donc déjà, quand et qui l'a ouvert. Et en fait, vous avez le reporting de par slide, combien de temps passé. C'est ultra intéressant parce que quand vous allez avoir un rendez-vous après avec votre investisseur, vous allez savoir exactement ce sur quoi il va vous poser des questions. Donc ça, si vous voulez, si ça vous intéresse, vous me dites oui dans le chat et je vous enverrai un Loom, une vidéo de 2 minutes pour vous montrer comment ça marche. Je pense que ça peut vraiment vous aider. Super, ben je le rajoute alors. Merci beaucoup déjà à S'il Légal pour nous avoir aidé à organiser cette session. Merci à Marc, merci à vous tous qui vous êtes connectés aujourd'hui.
J'espère que vous allez pouvoir mener maintenant à bien votre levée et on serait ravis de vous accompagner par la suite là-dessus. Très bonne journée à tous. Merci à vous. À très vite.